All right, we'll go ahead and get started. So good afternoon, everyone, and welcome back to those that were part of our Nous allons commencer. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette nouvelle séance. Je suis Amara Hoffman. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de Dystrophie musculaire Canada. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que le webinaire d'aujourd'hui est disponible tant en anglais qu'en français. Donc, sur votre écran, vous allez voir l'icône d'un globe terrestre où il sera écrit interprétation. Cliquez dessus et vous aurez le choix de la langue. Oui, bonjour. Alors, au nom de Dystrophie musculaire Canada, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième conférence de la journée sur l'exercice pour les personnes atteintes de maladies neuromusculaires avec un accent particulier sur les personnes atteintes de maladies de dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale. Alors, la conférence sera disponible dans les deux langues, donc en français. Si vous voulez choisir le français, vous allez cliquer sur l'icône en forme de globe dans le bas de votre écran et vous pouvez choisir la langue. Alors, bonne conférence. Merci. Thank you very much, Marie-Hélène. All right. Merci beaucoup, Marie-Hélène. D'abord, nous avons le docteur Nicole Foot qui va nous... et Nicolas Falso, qui est un praticien en FSHD. Alors, ils vont nous parler de l'exercice physique tout en mettant l'accent sur la FSHD. Thank you very much. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci pour la présentation aussi. Je suis au Royaume-Uni, je suis aux Pays-Bas et il est 7 heures le soir. Je remercie l'organisation d'avoir organisé ça en après-midi. Je suis Nicole Voot, je suis médecin en réadaptation. Et je travaille aussi à l'université, au centre médical de l'université ici aux Pays-Bas. Et je vais présenter avec Nicolas. Nicolas, tu veux te présenter? Merci, Nicole. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Nicole. Je suis suédoise d'origine, mais j'ai commencé à travailler au niveau de la dystrophie FSH il y a plusieurs années. Avec Nicole, nous avons mis sur pied un réseau où nous aidions les gens à vivre de façon positive avec la dystrophie FSH. Merci. Et aujourd'hui, on va vous parler davantage de l'exercice quand on est atteint d'une maladie neuromusculaire. Et je suis très heureuse de parler des Canadiens de ce sujet. Alors, on s'est présenté, mais nous croyons tous deux à une meilleure vie pour les patients souffrant de dystrophie FSH grâce à davantage d'activités, ce que nous avons tous les deux prouvé par des faits scientifiques et également par l'expérience. Dans cette présentation, nous allons vous parler de l'exercice comme étant un traitement sécuritaire efficace. Nous allons vous parler d'évidence basée sur des faits. Nous allons vous suggérer certains conseils pratiques et nous allons nous pencher sur un modèle multidimensionnel. Alors, vous voyez ici que nous allons vous démontrer que l'exercice peut être considéré comme un traitement, tout comme les médicaments. C'est sécuritaire, aussi efficace que des médicaments pour les gens ayant des maladies neuromusculaires. Nous allons partager certains trucs, certaines données probantes. Et nous allons, et Nicolas d'ailleurs va vous parler de trucs particuliers et d'apprentissage fait dans la vie de tous les jours. Et nous allons vous proposer un modèle multidimensionnel permettant de faire différents types d'exercices avec différents types de personnes. Et nous allons vous donner également des données probantes. Et c'est un modèle qui s'applique à tout le monde. Je vais commencer.
avec le modèle. Le modèle comporte plusieurs aspects. Vous avez différents types de personnes, différents types d'exercices, différents types de données probantes. Et je vais vous montrer tout cela. On ne parlera pas des installations, des réseaux parce qu'ils peuvent être très différents. Aux Pays-Bas, au Canada, et parce qu'on a peu de temps, nous n'en parlerons pas. Et nous allons parler aussi du modèle multidimensionnel et nous allons garder une période questions-réponses à la fin. Ce qui est le plus important dans le modèle, c'est qu'il y a différents types de personnes. Et donc, certaines de ces personnes ont des maladies neuromusculaires, mais ce n'est pas ce qui définit leur personnalité. Et il y a 600 plus de types de maladies neuromusculaires, mais les différences entre les personnes sont plus importantes que les différences entre les maladies. Et ça, pour moi, en tant que médecin, c'est très important. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, il y a des plaintes qui sont fréquentes chez les patients atteints d'inactivité physique à cause de la faiblesse musculaire. Il est relativement difficile pour certains patients d'être actifs physiquement. Il y a des problèmes de sommeil. Presque 80% des patients expérimentent la douleur. Plus de 60% ont des problèmes de fatigue chronique. Et bien sûr, il y a cette faiblesse musculaire. Cette faiblesse musculaire, c'est une conséquence directe d'une maladie neuromusculaire et la douleur, la fatigue, les problèmes de sommeil et l'inactivité physique sont des conséquences indirectes. Et ça, c'est important à savoir parce qu'on peut guérir les conséquences indirectes. Il y a quelques années, dans le centre médical universitaire, nous avons bâti un modèle basé sur des recherches longitudinales pour les patients atteints de dystrophie FSH et on vous démontre ce qui est important, qu'est-ce qui crée la fatigue, qu'est-ce qui fait qu'elle ne disparaît pas chez ces patients et la faiblesse musculaire était toujours un facteur indice. Rett pense que cette fatigue amène à une inactivité physique et donc la fatigue. L'autre fait que la fatigue ne disparaît pas, c'est la douleur, ce qui génère également l'inactivité physique et également les problèmes de sommeil. Alors, tout cela mène à la fatigue qui fait en sorte que les gens sont moins actifs au niveau social. Donc, c'est important de traiter cela. Maintenant, je vais laisser la parole à Nicolas, qui va vous raconter de véritables histoires et qui va nous expliquer le modèle. Merci, Nicole. Bon, alors, à l'époque où j'étais, on a identifié la dystrophie FSH, c'était à cause de la douleur et de la faiblesse musculaire. Il y avait une histoire médicale militaire en Suède et ce n'est pas très surprenant que j'ai eu des douleurs aux épaules parce que tout le monde en avait à l'époque, mais le fait que je n'avais des douleurs qu'à l'épaule droite et que j'avais de la difficulté à la bouger m'a amené à aller voir un neurologue pour avoir de l'aide qui m'a dit « Eh bien, il semble que tu as quelque chose qui s'appelle une dystrophie FSH. » C'était en 1995. En passant, je revenais d'un échange ici au Canada et c'est à peu près tout ce qu'ils étaient capables de me dire. Vous avez une dystrophie FSH dans votre épaule droite, ça pourrait avoir un impact sur votre vie à l'avenir, mais à part ça, ne vous en faites pas. Donc, j'avais une faiblesse musculaire au niveau de l'épaule droite, mais ça ne m'empêchait pas d'être actif, d'être militaire ou de faire du sport. J'avais certaines douleurs dans certains cas, mais ça ne m'arrêtait pas vraiment. Donc, j'avais les deux choses qu'on voit ici dans le modèle, douleur et faiblesse musculaire dans l'épaule droite. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Plus tard, j'ai continué à être actif. Là, j'étais en Autriche. La faiblesse musculaire et certains mouvements, c'est-à-dire lever les épaules, par exemple, étaient pénibles, mais ça allait dans l'autre direction. Et ma dystrophie, surtout au niveau de l'épaule droite,
en 2005, ça. Donc, il y avait certains problèmes musculaires dans certaines situations, mais ça ne m'empêchait pas d'être actif. Donc, l'inactivité physique, c'était quelque chose qui ne m'influençait pas. J'ai appris plus tard de la part de Nicole que c'était peut-être bien que je n'ai pas arrêté d'être actif physiquement et que cela peut réduire l'influence de la dystrophie. Je n'avais aucune idée de ça. Moi, je vivais ma vie de façon très active et comme Nicole le disait plus tôt, la personnalité est un aspect très important. Ce n'est pas la maladie qui définit votre niveau d'activité. Le ski aussi, ça n'avait pas d'impact sur cette activité pour moi. Il fallait cependant que je fasse attention à ce que j'utilisais comme passant calor. Si vous regardez à gauche, vous allez voir que j'avais des courroies qui me tenaient les épaules parce que quand je devais monter la montagne avec un sac à dos, c'était trop lourd et je n'avais pas de sensation dans le bras droit. Mais à part ça, ça ne m'empêchait pas d'être actif. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce qui est assez intéressant, c'est que mon père a eu un problème semblable 40 ans auparavant. Alors, on est au sommet d'une montagne en 1969. C'est mon père à gauche et mon oncle à droite. Ils étaient tous les deux très actifs. Ils faisaient du canot et ils faisaient de la marche. Alors, on n'avait aucune idée qu'ils pouvaient souffrir de dystrophie FSH à l'époque. Ils étaient très actifs en Suède. Prochaine diapo. Aussi, au moment où on m'a diagnostiqué en 2005, mon père, qui avait 60 ans à l'époque, et ma mère également, ont été testés pour la dystrophie FSH, mais il n'y avait aucun signe de maladie chez mes parents. Ce qui est un peu étrange pour le neurologue, parce que ça aurait dû quelque chose d'être héréditaire dont j'aurais hérité de mes parents, mais il y a plein de tests qui ont été faits, mais ils ne trouvaient rien et ils ont toujours une vie très active. Bon, ils ont dit, OK, Nicolas a quelque chose à l'épaule, mais sinon, tout va bien. 10 ans plus tard, alors là, on est en 2015, mon père a commencé à avoir des problèmes dans le bas du dos et au lieu de faire du ski de fond, il a décidé d'utiliser ce genre de 4x4 monstrueux et même le chien aimait se balader là-dessus. Donc, cette faiblesse musculaire dans le bas du dos l'a forcé à arrêter certaines activités. Il était plus fatigué, mais il a trouvé des solutions pour contourner le problème. Bon, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue médical, il n'a pas été diagnostiqué en 2005 et il a fallu regarder partout, à gauche, à droite, en Suède ou ailleurs, pour que finalement on trouve son diagnostic de dystrophie FSH. Et les médecins essayaient de trouver pourquoi son dos lui faisait si mal et souffrait de faiblesse. Prochaine diapo. Alors ici, on voit qu'au même moment, moi j'avais des problèmes dans le bas du dos également. Mais comme j'étais parent d'un jeune enfant, ce n'était pas très étonnant parce que la plupart des gens de mon âge, c'est-à-dire dans la quarantaine avec des enfants, souffraient de maux de dos parce que nous faisons face à un changement de style de vie. Mais je n'avais pas le même type de maux de dos que mes amis parce que aussi il y avait des enfants, mais je voyais les maux de dos de mon père et je commençais à comprendre un peu. Je me disais, mon père a mal au bas du dos, j'ai mal au bas du dos. Peut-être ces maux ne sont pas normaux, peut-être ça a à voir avec la dystrophie FSH. Une prochaine diapo. Donc, c'est là que je vais laisser la parole à Nicole. Merci, Nicholas. Alors,
ton histoire nous montre qu'il y a des problèmes avec le modèle et il ne faut pas nécessairement relier ce modèle à l'inactivité physique. Et malgré le fait que tu étais très actif, tu n'avais pas nécessairement de fatigue, mais plusieurs patients sont inactifs physiquement parce que c'est difficile pour eux d'être actifs quand ils ont une faiblesse musculaire. Bon, maintenant, regardons les différents types d'exercices qui existent parce que il est bon de savoir qu'il n'y a pas très longtemps, les patients et les médecins, les professionnels avaient tous peur des effets néfastes que pouvait avoir l'exercice sur les patients. Et ici, on a un article qui disait les bases moléculaires, les blessures musculaires créées par l'activité chez les patients souffrant de dystrophie musculaire de Duchenne. Mais cela démontre, il n'y a rien qui démontre que l'exercice soit dangereux pour les patients. C'est sécuritaire. Et maintenant, nous savons que c'est sécuritaire. À droite, vous pouvez voir certains exemples d'études. On voit un jeune garçon avec la dystrophie musculaire qui fait de l'exercice. On a également des gens avec la dystrophie FSH qui font de l'exercice et des enfants avec des handicaps physiques qui font des arts martiaux. Donc, ça, c'est le présent. Et comme je vous l'ai dit auparavant, la médecine de réadaptation est très importante, mais on doit se concentrer sur l'individu. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour moi, de savoir si quelqu'un aime le sport, comme Nicolas, ou est-ce que quelqu'un déteste le sport? Est-ce que quelqu'un peut faire de l'exercice facilement ou pas? Quelle est son histoire de vie, etc. Et donc, c'est très important de prescrire des exercices individualisés. Aux Pays-Bas, nous avons des programmes, surtout pour les patients en fauteuil roulant, afin qu'ils puissent faire de l'exercice à la maison. Et vous pouvez voir l'un de mes patients qui a un problème spastique, qui se prépare pour une compétition de vélo en montagne, en Autriche. Et un autre patient avec une dystrophie ici qui est allé marcher le chemin de Compostelle, je crois, qui comporte plusieurs kilomètres. Bien sûr, quand un médecin prescrit de l'exercice, il est important de savoir quel type d'exercice. Il y a de l'aérobie. Est-ce que vous pouvez faire de l'aérobie comme à gauche ou comme à droite? Donc, c'est très important que le médecin vous dise quel type d'exercice vous devez faire, quelle est la fréquence, la durée, etc. Donc, il y a deux formes d'exercice importants, l'aérobie d'un côté et le renforcement musculaire de l'autre côté. L'exercice aérobique, faire du vélo, nager, courir si vous êtes en mesure de le faire. C'est important de comprendre qu'il y a des gens qui performent dans des sports de haut niveau dans leur vie quotidienne. Mais lorsque vous faites un exercice aérobique, vous pouvez augmenter votre seuil aérobique, ce qui vous aidera à ne pas nécessairement devenir un athlète, mais diminuer la fatigue. Et pour atteindre ce niveau, il est important de faire de l'exercice au moins 2 ou 3 fois par semaine pendant au moins 20 minutes. 20 minutes, c'est un minimum si on veut que l'exercice soit efficace. Et bien sûr, il est possible de commencer avec moins de minutes, 1 minute, 2 minutes, etc., et d'augmenter la durée et ensuite, vous pourrez augmenter l'intensité. Et commencez lentement, allez lentement pour éviter les problèmes. Alors, certaines lignes directrices qui peuvent être suivies, la douleur musculaire,
avance, ça veut dire qu'il se passe quelque chose au niveau musculaire, mais elle ne doit pas durer plus de 24 heures. Vous devez aussi peut-être faire le test de la parole. Alors, on peut voir un gars qui court le marathon en haut à droite et il parle à sa femme au téléphone. Ça, c'est le test de la parole. Quand vous êtes capable de parler pendant un exercice, ça veut dire que l'intensité n'est pas trop élevée pour vous et vous pouvez utiliser l'échelle de Borg qui va de 6 à 20 et vous essaierez de rester entre le 12 et le 16. C'est une intensité moyenne, pas trop faible, pas trop élevée. Alors, c'est un bon système à utiliser. Également, vous avez le renforcement musculaire. Ce n'est pas toujours possible. Ce n'est possible que lorsque vous êtes capable de bouger vos bras, vos jambes contre la gravité, là, vous pouvez améliorer votre endurance musculaire. Et les études démontrent que c'est sécuritaire, mais plus limité. Effet limité parce que, en général, ce genre d'exercice est généralisé. Il y en a une forme pour tout le monde. Je pense, encore une fois, que c'est important de connaître le type de personne que vous êtes, quels sont les muscles que vous voulez développer dans vos bras, dans vos jambes. Hein. Parce que si vous vous concentrez sur les muscles qui ont davantage de force et que vous essayez de les maintenir aussi fonctionnels que possible, eh bien, c'est sûr que si les jambes ne fonctionnent pas bien, les exercices ne seront pas nécessairement aussi possibles. Lorsque la marche est difficile, n'utilisez pas ça comme exercice parce que ça peut créer des blessures ou encore un surentraînement. Alors, il faut y aller avec peu de répétitions et de faibles poids. Alors, je donne la parole à Nicolas. Merci. Donc, moi, je courais de longues distances, mais quand je suis déménagée aux Pays-Bas, de l'Autriche, j'ai arrêté de courir. Je pensais que j'étais moins en forme, mais c'était probablement à cause de ma maladie. Alors, j'ai vu Nicole, j'ai vu son équipe qui m'ont bien conseillé et j'ai commencé à faire un entraînement quotidien. Alors, vous voyez là, je travaille mes muscles du bas du dos. C'est sûr que j'ai commencé avec peu de répétitions, 10 ou 20. Je ne bougeais pas mes pieds plus que ce que vous voyez sur l'image. Jour après jour, je poussais un tout petit peu plus loin. Je faisais un peu plus d'exercices et je faisais peut-être une centaine d'exercices comme ça tous les soirs. Ça m'aidait à renforcer mes muscles. J'utilisais de petits poids, de petits haltères pour renforcer mes épaules. Donc, un petit programme d'exercice d'une vingtaine de minutes à tous les soirs. Ou entre des réunions quand je travaillais à partir de la maison. Bien sûr, on a vu avant que j'aime beaucoup le ski. C'est très difficile à faire aux Pays-Bas. Il n'y a pas beaucoup de montagnes et de neige, mais bon, mon physiothérapeute a eu la bonne idée de me dire que ce qui pourrait être bien pour moi, c'était de commencer à ramer. C'est un sport important aux Pays-Bas. C'est bon pour l'exercice, c'est bon pour vos jambes, votre dos, votre épaule. Ce sera un sport parfait pour vous. Alors, j'ai commencé à ramer il y a environ 2 ans. Maintenant, je rame 2-3 fois par semaine pendant 1 heure ou 2. C'est un exercice qui me permet de moduler les choses. Et moi, en ce temps de pandémie, je peux y aller tout seul dans un canot individuel. Donc, comme Nicole le disait, c'est d'essayer de trouver quelque chose de pratique que vous pouvez faire à grande fréquence et de travailler également en force. Moi, j'aime bien, c'est pratique, c'est amusant. Prochaine diapo. Alors voilà, vous me voyez, je prends une marche en nature avec la dernière. Alors je continue à faire de l'exercice pour le bas du dos et j'aime bien aller avec mes enfants, leur montrer où j'ai été élevée. Donc, ce sont les effets de mon entraînement. Mais si je ne faisais pas des exercices tous les soirs, probablement que je ne serais pas capable de faire des balades à ma plus jeune dans mon dos.
Ici, on voit mon père, ça c'est il y a quelques années, on parle en 2015 avec mon premier enfant. Et bon, il joue avec le petit, il doit s'asseoir parce qu'il n'est pas capable de le soulever sans douleur. Et à droite, on le voit en train de couper du bois. Et on voit le dos courbé parce qu'il n'est pas capable de se tenir le dos droit. Et on va reparler un peu plus tard de l'exercice qu'il fait. Bon, à droite, et ce qu'il fait à gauche par rapport à un exercice de niveau moyen que je faisais moi, comme on l'a vu dans la diapo précédente. La vie active, la vie sociale, ça n'a pas empêché mon père jusqu'à maintenant. On est en Italie, il est en Italie chez la belle famille. On voit qu'il est sur un fauteuil électrique. Il traîne son fauteuil sur les vols et elle le met dans la voiture de location. Il peut marcher un peu, mais quand il a de longues distances, il préfère ce fauteuil roulant électrique pour se déplacer. Prochaine diapo. Donc, comme Nicole le dit, je vous donne certains exemples de la vie courante. Si ce n'avait pas été de Nicole, ce qui est davantage une coïncidence qu'autre chose pour moi, de l'avoir rencontré, en fait, les choses que mon père faisait, c'était soit très peu d'efforts ou soit trop d'efforts, et ce n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Faire un exercice de façon régulière, comme cet exercice pour les jambes ou ramer, eh bien, c'est quelque chose qui m'aide à conserver une vie très active. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, alors je vais reprendre, parce que là, nous allons parler des types de données probantes que nous retrouvons en littérature. Et vous pouvez voir certains exemples, certains articles qui ont été publiés l'an dernier et ils nous montrent tous les effets positifs de l'exercice chez les patients souffrant de maladies neuromusculaires. Et j'ai écrit un article, une revue Cochrane, sur l'effet de l'entraînement en force et les effets sur les maladies neuromusculaires, et particulièrement sur la dystrophie FSH. Et vous pouvez voir mon article de mon étude de doctorat sur les effets de l'exercice en aérobie et de la thérapie cognitive comportementale pour réduire la fatigue chronique chez les patients souffrant de dystrophie FSH. Cette étude était basée sur le modèle dont je vous ai parlé auparavant. On avait comme hypothèse qu'il était possible de diminuer la fatigue chronique chez les patients souffrant de dystrophie FSH. Alors, on peut voir que c'est possible. On voit les résultats suite à de l'exercice. Les patients qui font de l'exercice, c'est-à-dire faire du vélo pendant 16 semaines, ont expérimenté moins de fatigue. Ils n'en ont expérimenté qu'au début et après 16 semaines d'exercice, ils ne ressentaient plus de fatigue et le nombre que nous devions traiter était que 2,1 patients. Donc, 2,1 patients devaient faire du vélo pour traiter un patient souffrant de fatigue chronique. Nous avons vu une augmentation d'activité physique chez ces patients qui s'est maintenue après l'étude. Et nous avons également vu que plus de 70% ont continué à faire de l'exercice parce que l'expérience avait eu des effets positifs sur eux. Et ce qui est également très important, c'est que nous avions également une augmentation de la force des quadriceps isométriques. Donc, après l'exercice, nous avons pu voir ce renforcement musculaire. Et ensuite, la thérapie cognitive comportementale, c'est une psychothérapie qui se concentre sur le modèle dont je vous ai parlé avant. Et cette thérapie aide les gens à devenir plus actifs et empêcher la surutilisation de l'exercice, mais se concentrer également sur le fait que les gens n'avaient plus s'inquiéter autant. Donc, c'était bon pour eux et c'était bon pour eux parce qu'ils, en d'autres mots, 1,3 patients
les gens suivaient ce traitement pour réduire la fatigue. Ces patients ont également vu une augmentation de leur activité physique, une amélioration de leur sommeil et une amélioration de leur participation sociale. Par exemple, il y avait un patient qui avait été déclaré inapte à travailler et a recommencé à travailler après cette thérapie. Et presque 80% de ces patients continuent à faire de l'exercice par la suite. Et en fait, les gens disaient que ce programme était ciblé sur l'individu. Certains faisaient du vélo, d'autres marchaient, d'autres nageaient. Et bien sûr, c'est bon de savoir que l'activité physique, ce n'est pas que de l'exercice. On peut faire les deux, une activité physique de faible intensité à une fréquence plus courte, donc par exemple à chaque jour, mais c'est aussi important. De plus, on a fait des mesures MRI pour examiner les mécanismes sous-jacents. Donc, dans les mesures MRI, IRM, on prend des images transversales des muscles supérieurs des jambes. Vous pouvez voir ici les os. Et vous voyez également en gris le tissu musculaire. Ce que vous voyez chez les patients FASD, c'est que les muscles deviennent blancs. Et ce que l'on a vu dans la recherche, chez les participants qui n'avaient pas reçu de traitement, on a vu plus d'infiltration au niveau des muscles. Et qu'est-ce que nous avons vu après l'exercice? Alors, dans le groupe usuel, on a vu une augmentation de 6% de l'infiltration dans les muscles pendant une année. Et après l'exercice, on a une augmentation seulement de 2,5%, 1,5% ou bien 2%. Autrement dit, quand quelqu'un avec FSH devient plus actif, on peut décélérer la progression de la maladie chez quelqu'un vivant avec FSH. Donc, c'est un peu comme un médicament pour les patients. Et c'est bon de savoir que ça ne s'applique pas seulement aux patients FSH, mais également pour les autres patients. Donc, on a bâti le même genre de modèle pour les patients dystrophie type 1. Pour ces patients, on ne doit qu'ajouter que la myotonie, c'est une plainte typique de la part de ces patients et également l'initiative réduite. C'est très commun. Le modèle était très semblable et nous avons mené la même étude également avec la thérapie dositive et de thérapie behaviorale cognitive avec les mêmes genres de résultats à tout niveau. Donc ensuite, on s'est demandé, est-ce que la fatigue, est-ce que c'est spécifique par rapport à la maladie ou est-ce que c'est plutôt des symptômes génériques dans les conditions chroniques? On a vu que le même exercice aura le même type d'effet. L'un de nos collègues à Amsterdam, qui a fait une recherche pour se pencher sur toutes ces études d'intervention par rapport à la fatigue chronique, a expliqué que seulement 10% de la fatigue peut être expliquée par les facteurs de maladie et 90% peuvent être expliqués par des facteurs personnels. Donc, la personne est plus importante que la maladie en ce qui a trait à la fatigue chronique. Maintenant, je vais donner la parole à Nicolas à nouveau. Merci. J'espère que vous m'entendez correctement. Je pense que j'ai eu des problèmes de réseau, mais maintenant ça va. Alors, voici une photo de mon père en 2020, lorsqu'il a commencé à faire l'expérience des maux de dos. Et ce que l'on dit, c'est que si on ne peut pas vraiment marcher, peut-être que marcher, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Ce qu'il a commencé à faire, selon sa propre initiative, c'est marcher, ce qu'on appelle la marche nordique. Et il a utilisé beaucoup de bâtons de marche. Donc, plutôt que d'utiliser les muscles des jambes, il s'appuyait trop sur les bâtons et il a obtenu de l'arthrose au niveau des épaules. C'est important non seulement de faire ce que l'on fait d'habitude ou ce qui est amusant, il faut voir quel type d'activité peut être mauvaise pour vous. Il faut être à l'affût. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et là, vous me voyez. Vous me voyez. Alors, j'utilise le vélo pour amener les enfants à l'école. On fait ça dans les Pays-Bas. Je pense que ça existe également, ce genre de vélo en Amérique du Nord. Alors, c'est ce que Nicole disait par rapport aux activités quotidiennes. Moi, je
roule 5 à 10 km par jour en vélo avec les enfants. Ça fait partie des activités quotidiennes. Je ne considère pas ça comme de l'exercice, mais bien entendu, c'est de l'exercice pour les jambes et pour le bas du dos à la fois. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Si vous êtes en vélo, souvent c'est sécuritaire aux Pays-Bas, mais il se peut que l'on se fasse frapper par un camion. Malheureusement, ça m'est arrivé à moi. Il n'y avait pas d'enfant, heureusement, et je me suis cassé l'épaule droite, celle qui a le plus d'impact sur la FSH. C'était une expérience intéressante parce que j'ai dû connecter le facteur de FSH, surtout au niveau des épaules, et le fait qu'ils ont dû tout recoudre ou tout reconnecter. Alors, je suis allé voir d'autres professionnels de la santé pour m'assurer que le médecin, le chirurgien allait couper le plus petite portion possible. Et ça a été un traitement réussi grâce aux conseils des gens tels que Nicole qui ont expliqué aux chirurgiens l'importance pour qu'ils coupent moins du muscle. Et ensuite, j'ai commencé le rétablissement le plus vite possible. Donc, à nouveau, c'est un cas qui mentionne l'importance de connecter les traitements de première, deuxième et troisième ligne. Bien entendu, c'est un cas extrême ici, mais les résultats ont été bons par la suite. Ça aurait pu être bien pire. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez ici, c'est le scan IRM, donc ça c'était avant l'accident. On voit qu'il y a de l'infiltration de tissu adipeux au niveau des jambes, au niveau supérieur également. Vous voyez également au niveau du bas du dos et au niveau en haut à droite dans l'épaule. Alors, cette infiltration en bas du dos, c'est celle que je ressens le plus, c'est celle que j'essaie de prévenir le plus possible, ça qui va créer le fait que l'on marche replié, comme j'ai vu mon père le faire. Alors, je fais attention que je m'entraîne le plus possible au niveau du bas du dos. Je commence à ressentir la jambe de plus en plus. C'est ce que l'on voit également sur le scan IRM. C'est une coïncidence que j'ai commencé à le ressentir 2 semaines avant de faire le IRM. Avant ça, je l'ai senti très peu, mais honnêtement, je me sens beaucoup mieux depuis que je fais de l'aviron. Là, j'utilise les deux jambes de manière simultanée, mais éventuellement, je dois probablement compenser entre les jambes gauche et droite. Mais c'est très, très harmonieux comme mouvement et c'est un bon mouvement pour les jambes et ce qui fait en sorte que les muscles des jambes sont suffisamment forts pour les activités quotidiennes. Prochaine diapositive. Alors, après l'accident, j'ai continué à faire mes programmes le soir pour le bas du dos. J'ai continué à lever des petits poids pour les épaules et bien entendu avec des mouvements limités au début après la chirurgie. Et j'ai changé parfois l'aviron et j'ai fait du Bikram yoga. Ça, c'est du yoga chaud pendant 90 minutes. J'ai compris que pour me récupérer de l'accident de l'épaule, j'ai dû renforcer le muscle, mais également étirer le muscle. C'était surprenant que je ne pouvais pratiquement pas ramasser les objets par terre. Et donc, ça prenait 20 minutes pour mettre mes bas. J'ai dit, donc, je vais faire du yoga Bikram quand même. Dans le pire des cas, je vais passer 90 minutes sur le sol en détresse. Finalement, j'ai réussi à faire non pas l'exercice que l'on voit sur la photo, c'est pas possible avec l'épaule, mais j'ai pu me mettre avec les deux talons sur les mains et m'étirer. C'était une salle très, très chaude. Et là, j'ai commencé à bouger très lentement. Ça a accéléré le processus de guérison après l'accident. Et les commentaires du chirurgien après la visite de 2 mois, c'était, j'ai pensé que
Il pensait que mon temps de récupération allait durer au moins 2 fois plus de temps que les autres à cause de la condition de FSH, mais à cause de l'exercice sur une base régulière et à cause du yoga. Il a dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui s'est rétabli aussi rapidement de l'épaule. C'était une chirurgie de l'épaule. Alors, je pense que l'exercice n'est pas seulement bon pour les personnes qui ont la FSH, mais également c'est bon pour le rétablissement en général. Prochaine diapositive. Voilà, ça c'est pas au Canada, c'est en Europe. Et voici le mois de janvier l'année passée. J'aimerais simplement dire que j'avais été frappé par le camion le 4 octobre. Ça, c'est le 4 de février, quelques mois plus tard. Le médecin m'avait dit de ne pas faire de ski, surtout dans les sentiers difficiles. Je me suis éloigné des rochers, mais je pouvais encore faire du ski. Alors, cela dit, j'aimerais vous dire que en termes de, comme Mac Nicholson l'a dit, c'est une question de personnalité et c'est également une question de pensée positive. Moi, je crois vraiment qu'on peut faire ce que le mental me dicte et je pense que les choses vont bien se passer. Voilà ce que je voulais dire de mon côté. Alors, Nicholas, vous avez dit que le docteur Tin Delau ne vous avait pas permis de faire du ski ou ça a changé un petit peu l'histoire? Il m'avait dit oui, que je pouvais faire du ski, mais que je devais rester sur les pistes faciles, les pistes bleues. Ah, d'accord, je n'avais pas bien compris l'histoire. Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que les effets fonctionnent si bien avec les patients avec maladie musculaire? Parce que vous avez vu une décélération de la progression de la maladie. Et je pense qu'il y a quelque chose que l'on appelle l'épigénétique qui pourrait l'expliquer. L'épigénétique, c'est ce qui se passe durant votre vie. La génétique, c'est ce qui se passe dans votre ADN et l'épigénétique, c'est un phénomène qui va contrôler les gènes. Ça affecte comment les gènes sont lus par les cellules et si les protéines pertinentes sont produites. Et l'une de ces protéines, c'est la protéine DUC4 qui est une protéine toxique dans la condition FSH. Et nous savons que les conditions épigénétiques tiennent compte de l'exercice, du sommeil, de l'alimentation. Donc, tout est important pour l'épigénétique. Tous ces facteurs peuvent influencer la production des protéines également. Les protéines toxiques dans le FSH. Alors, on sait que même les jumeaux peuvent être différents en termes d'épigénétique chez les personnes en santé. On sait que l'exercice est un facteur épigénétique. Ça change la méthylation de l'ADN et donc il y a une influence positive sur la réparation et croissance des muscles et également au niveau des fibres musculaires. Et maintenant, nous avons reçu une subvention de recherche. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons répéter l'essai mené, répéter les exercices, la thérapie behaviorale, une biopsie avant les exercices et ensuite on va examiner les facteurs épigénétiques pour vérifier si ça s'aligne avec les effets positifs. Alors, ce que je vous ai montré, c'est très important de savoir qu'il y a différents types de personnes. C'est encore plus important quand il y a plusieurs types de maladies, plusieurs types d'exercices et de données. Et je vous ai montré le modèle multidimensionnel des exercices. Ce modèle peut vous aider à faire face aux plaintes de fatigue. Cela peut améliorer la qualité du sommeil, c'est important. Alors, nous vous avons montré que l'exercice, c'est comme un médicament. Pour les médecins, c'est très important de prescrire les bons exercices comme si c'était des médicaments. La fréquence et la durée. On vous a montré des choses que nous avons apprises. Alors, nous avons ici un patient qui peut rester au niveau vert. Ça veut dire qu'il nous a montré qu'il peut être actif à nouveau après sa blessure. Il peut se remettre sur pied plus rapidement que les autres personnes qui ont des maladies musculaires. Et je vous ai montré également des données probantes de la littérature. Alors, et bien entendu,
Dans ce modèle multidimensionnel, nous vous avons montré que l'exercice est efficace pour plusieurs personnes, pour différents types de maladies, et ça peut être bon pour tout le monde, l'exercice, en résumé. Donc, merci à tous. Je vois qu'il y a encore un peu d'espace pour les questions. Voilà, nous sommes en mesure de répondre aux questions. Merci beaucoup, Nicole. Oui, on a reçu des questions et nous avons également des questions qui ont été envoyées par le clavardage. Premièrement, un commentaire. Ça vient de Ayman, qui est en ligne et qui a un enfant avec dystrophie musculaire du chêne. Alors, la famille a fait du yoga et ça incluait des éléments de CBT et d'entraînement. Il a trouvé ça très, très utile. Voilà, je voulais simplement connaître le lien entre la méditation de pleine conscience, le yoga et l'exercice. Donc, ensuite, un autre commentaire. Il connaît les effets du FSH sur plusieurs membres de la famille. Y a-t-il d'autres exercices que les gens peuvent faire en famille? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez recommander, surtout pour les plus jeunes? Avez-vous des recommandations, s'il vous plaît? Oui, ce que je vous ai montré, c'est un vidéo d'exercice pour les patients en chaise roulante. Ces exercices sont également pour les patients qui n'ont pas de chaise roulante. Aujourd'hui, il y a plusieurs exercices qui existent sur Internet, également pour les gens qui ont une maladie musculaire, par exemple. Vous avez un service de National Health Services en Grande-Bretagne qui présente des exercices sur son site Web, également pour les enfants. Il y a également des exercices de respiration. Et ça, ce n'est qu'un exemple. D'autres exemples, c'est la natation. C'est bon pour tout le monde. La natation, ça peut être amusant. Vous pouvez jouer avec un ballon, par exemple. Donc, il y a plusieurs façons de faire de l'exercice avec la famille. Et ce ne sont que 2 exemples. Alors, vous pouvez faire des exercices à la maison avec des vidéos ou bien simplement aller nager ou aller faire du vélo. Mais ça, c'est peut-être plus pour les Hollandais. Excellent. En fait, vous avez mentionné la natation. C'était un commentaire qui est arrivé également. Étant donné à la pandémie, quelqu'un a mentionné qu'il n'y a plus de piscine. C'était tellement utile en termes de thérapie, un excellent exercice qu'ils adoraient. C'était thérapeutique. Là, ils cherchent de pouvoir retourner au centre thérapeutique. Alors, il y a également des commentaires à la fenêtre Q&A, des questions. Alors, les troubles neurodisculaires sont tellement différents. Aujourd'hui, vous vous êtes concentré sur la dystrophie facio-scapulo-humérale. Alors, bien entendu, il y a toutes sortes de conditions, mais il y a l'exercice. L'exercice, c'est pratiquement comme une prescription en connaissant la dose et le nombre de répétitions, n'est-ce pas? Irina a mentionné que c'était très encourageant. Serait-il possible d'avoir un programme individualisé de votre équipe un jour? Donc, si on va au-delà des résultats de votre recherche, et de votre programme pour les personnes, est-ce que c'est planifié pour l'avenir, ça? Oui, bien sûr, c'est très important de visiter l'équipe neuromusculaire, votre équipe, pour recevoir un reçu d'exercice, pour savoir quelle est l'intensité de l'exercice, quelle est la fréquence, etc., de l'exercice que l'on vous prescrit. Et il y a également des lignes directrices. C'est en hollandais, mais ça va être traduit en anglais. Ce sont des lignes directrices basées sur mon étude qui va aider les physiothérapeutes à prescrire de l'exercice pour les patients. Il y a également, par exemple, un test de cyclisme. Alors, en termes de tolérance d'exercice, de manière à prescrire l'intensité correcte des exercices, ces lignes directrices seront traduites en anglais bientôt. Oui, excellent. Une autre question. Alors, il y a quelqu'un qui a une condition musculaire. Quand on parle à l'exercice, est-ce qu'ils peuvent cibler également le visage? Oui, il n'y a pas beaucoup de recherches, mais dans les Pays-Bas, actuellement, il y a un médecin qui fait la recherche avec l'utilisation de la gomme à mâcher. Si la gomme à mâcher peut renforcer la musculature du visage, on ne le sait pas encore si ça aide, mais parce que les muscles
faciaux sont déjà très, très actifs durant la vie parce que l'on parle, on mâche. Donc, on ne sait pas si mâcher de la gomme, ça va vraiment aider pour renforcer les muscles du visage. Mais c'est une étude qui est en cours. Pourquoi moi et Nicole travaillons ensemble? C'est parce qu'on a une pensée semblable. J'étais en train d'écrire ici. Pourquoi est-ce que vous n'achetez pas de la gomme à mâcher? Je n'avais aucune idée de ce travail. J'allais également proposer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des leçons de chant? Je pense que c'est une chose merveilleuse. Moi et vous, Nicole, il faut qu'il y ait une combinaison, comment utiliser les muscles de manière créative. J'aimerais faire ça plus souvent. Si oui, là, je vais avoir tendance à le faire plus souvent. Donc, du point de vue du praticien, c'est quelque chose, c'est important de savoir que c'est une activité que je vais aimer faire. Si je n'aime pas l'activité, je ne vais pas la faire. Mais c'était une belle coïncidence que j'étais en train de parler, d'écrire moi aussi comme un mâché en termes de recherche. Oui, il y a beaucoup de gens mentionnent que vous parlez de l'importance de la vie personnelle, qu'il faut aimer les exercices pour pouvoir le faire. Alors, ce que j'ai mentionné, c'est sur Google Face Yoga, yoga du visage sur Google. Quelqu'un a également mentionné, est-ce que l'exercice s'applique à tous les types de troubles musculaires, tout type de dystrophie, par exemple la dystrophie de Duchenne ou d'autres troubles? Oui. Alors, quand vous faites de l'exercice, que vous soyez un patient de Duchenne ou de Becker, c'est important de savoir que vous n'avez pas besoin de pratiquer ça de manière excentrique, des exercices excentriques. Dans les exercices excentriques, les muscles vont s'allonger davantage. Par exemple, si vous descendez une côte, si vous descendez les marches, ça, c'est des exercices excentriques parce que avec ces exercices, les muscles peuvent s'endommager. Ça peut être un problème. Pour les patients de dystrophie Duchenne ou Becker, c'est très difficile de réparer les muscles par la suite. Alors, mais pour la dystrophie musculaire Becker et Duchenne, je vous ai montré la photo du garçon qui fait du vélo avec son père. Et il y a une étude. Oh, alors, ça, c'est également pour la dystrophie musculaire Duchenne et Becker. Quand les garçons font du vélo, il y a également une décélération de la progression de la maladie cardiaque avec l'exercice. Il faut trouver l'exercice le plus sécuritaire pour chaque patient. Et il y a également des maladies neuromusculaires métaboliques comme myocardio. Il y a des lignes directrices précises parce que avec McMurdo, par exemple, il y a un effet qu'ils doivent empêcher les exercices intenses. Donc, il y a des choses à savoir par rapport à chaque maladie. Il faut trouver les bons exercices pour chaque maladie. Excellent. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais donner la parole à Marie-Hélène. Elle va lire les questions qui sont arrivées en français. Oui, alors, j'espère que vous entendez les questions en anglais, les conférenciers, Nicole et Nicolas. Yes? OK. Yes, that's great. OK. Alors, la question, il y a seulement une question en français. Ça fait longtemps que je fais de l'exercice et de plus en plus, je fais ma routine d'entraînement et je suis fatiguée tellement que j'ai un problème d'équilibre et je tombe. Voilà la question. Can someone translate it into English? Quelqu'un peut-il la traduire en anglais? I'm training for a very long time, and the more and the more I do my my training program, the more I feel tired. Plus je suis fatigué. And I have like a balance et j'ai un problème d'équilibre and I fall. Et je tombe. Oui, merci. Alors, cette personne fait de l'exercice. Est-ce qu'elle a perçu ou non que la personne devient fatiguée? Ça, c'est l'autre ligne directrice que je n'ai pas mentionnée auparavant parce que quand vous faites de l'exercice, vous devez faire en sorte que vous n'allez pas être trop fatigué pour ne plus être en mesure de faire ses activités quotidiennes. Alors, pour cette personne fait probablement un exercice à un trop haut niveau d'intensité. Alors,
considérer le niveau d'intensité de l'exercice, abaisser l'intensité si requis, abaisser le niveau d'intensité pour l'exercice ou abaisser la fréquence de façon parce que si vous tombez, c'est que vous êtes fatigué. Et autre chose, c'est que quand on fait de l'expérience des problèmes d'équilibre en termes de réhabilitation, si vous avez besoin d'outils pour marcher, que ce soit des béquilles, je ne connais pas cette personne, bien entendu, mais c'est bon pour cette personne de visiter le médecin, le physiothérapeute pour considérer l'intensité des exercices, également considérer si on a besoin d'autres outils tels que des béquilles ou d'autres outils. D'accord, merci. Alors, j'aimerais remercier les deux panélistes. Merci d'avoir partagé vos témoignages, vos études. Merci d'avoir relié tous les points. Merci. Je sais que vous êtes en Hollande. Je sais qu'il y a une différence de fuseau horaire. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées, des commentaires. Alors maintenant, je vais les envoyer au Dr. Voigt et elle pourra vous envoyer les réponses. N'hésitez pas à visiter son site web. Alors, si vous avez d'autres questions, alors la prochaine séance sur la santé, le style de vie et les poids avec Amy Meffenzer, qui a gagné des prix. Merci à tous et on se rejoint à la prochaine séance. Merci à nouveau d'avoir souligné cette approche individualisée par rapport à l'exercice. Merci, Nicole. Merci aux deux panélistes. Merci à tous. Merci et au revoir. Merci. Bon après-midi.